Bienvenue à tous les amis dans ce 7e épisode de Pas Content avec Tabibian, encore une fois avec Georges Kuzmanovic, deuxième partie de l'épisode numéro 5 qu'on avait diffusé. J'ai néanmoins décidé d'appeler cet épisode Pas Content avec Tabibian numéro 7, étant donné que ça fait plus d'une heure. Ça semble pour moi être un épisode à part entière, mais un petit peu différent d'habitude. Ceux qui ont assisté au débat avec Georges le savent, on a centré l'entretien sur la Russie et l'Ukraine, mais on a aussi parlé d'autres sujets. Néanmoins, dans le montage final, j'avais décidé d'enlever toutes les parties qui ne traitaient pas spécifiquement de la Russie et l'Ukraine pour que l'épisode soit plus fluide à voir. Mais vous avez été des milliers à me demander de diffuser le reste, c'est donc maintenant chose faite avec un montage et une post-production. Vous verrez, parfois c'est un peu coupé, mais c'est normal parce que des fois on a abordé les sujets au milieu de l'entretien, donc il a fallu les recoller. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez à nouveau que ce genre de format se reproduise à l'avenir, c'est-à-dire des vidéos qui ne sont pas centrées sur un sujet spécifique, mais qui sont vraiment du talk, parce que là c'est vraiment un exercice différent. On était un peu pour le coup dans l'esprit de Joe Rogan, c'est-à-dire qu'on a parlé de plein de sujets, du Maroc au chanvre, en passant par l'écologie et les zombies, mais trois sujets majeurs se sont distingués. Le premier, c'est le changement de ligne à la France Insoumise, que Georges a vécu de l'intérieur, et je remercie d'ailleurs par cette occasion tous les militants de la France Insoumise, qui pourtant très à cheval sur la défense de Jean-Luc Mélenchon, eh bien, ont reconnu que les critiques de Georges étaient loin, il est vrai, des critiques assez faciles, des vindictes un peu bas de plafond qu'on peut entendre parfois. On a également abordé le sujet de l'écologie, qui est un sujet central pour Georges, et surtout aussi le sujet de la démocratie et du racket démocratique que constituent les parrainages, en tout cas depuis qu'ils ont été modifiés successivement depuis la Ve République. Donc si vraiment vous voulez revoir ce genre de format, n'hésitez pas à me le dire, vous trouverez comme d'habitude en description de cette vidéo le timecode avec tous les sujets abordés. Et concernant le prochain épisode avec Alain Juillet qui a été donc streamé hier soir sur Twitch et YouTube, il est en cours de finition, il sera probablement fini ce soir ou demain matin, c'est pas moi qui vais le monter celui-là, contrairement à celui que vous allez voir là, et donc du coup il va arriver dans un jour ou deux, grosse vidéo puisqu'elle fera plus de 3 heures. Sur ce, je vous embête pas plus, n'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire si ce genre de bonus aux entretiens vous intéresse. Sur ce, bon épisode. Deuxième partie de l'épisode numéro 5 de Pas Content avec Tabibian, toujours avec Georges Kuzmanovic ce soir. Ou non, je ne suis pas bourré contrairement à ce que dit le chat, mais j'ai décidé que je gagnerais cette revanche de duel d'alcool. Ce soir, l'Arménie va gagner. Et donc là, j'ai dû sortir les grands moyens. On est au Boulawan rosé, les gars. Je te jure, c'est infect. Et on montre qu'on se détache de la ligne Zemmour. On montre. Donc là, on est passé de Fabien Roussel à Mohamed VI. À Mohamed VI. Allez, on trinque à sa santé. T'as vécu au Maroc? 1 an et demi comme moi, je crois, à peu près. Ouais. En quelle époque? Quelle année? 2010. Juste un endroit magnifique qui s'appelle Marrakech. 2006, ouais. Qui est trop touristiquement connu par les Français. Ouais. Alors que c'est extraordinaire. Et il faudrait un petit peu aller plus loin dans la Médina. Ouais. Et aller un peu plus loin dans les montagnes. Découvrir l'arrière-pays. C'est vraiment un très très beau pays, le Maroc. Et vraiment, s'il y a l'occasion de voyager encore dans ce monde, je sais pas, ça vaut le coup. Ouais. Non, c'est un bel endroit. Il y a que la mer qui est un peu froide parce que c'est le Gulf Stream qui descend. Et moi, j'ai failli me noyer au Maroc. Hein. Ah ouais? Ça, c'est un des mauvais souvenirs de ma vie. Ouais. 4 km, je me suis retrouvé en maillot de bain. Tu bain. vois pas venir, ouais. C'est l'Atlantique. Non. Tu vois pas venir, non. Et si t'es pas au courant de ce qu'il faut faire pour... quand tu reviens pas à la plage et que t'as très envie d'y revenir... Il faut faire quoi? Tu te Comme ça? Faut rien faire. Il faut se porter. Comme il faut non. Non. Il faut nager pour se maintenir une température suffisamment correcte et pas à contre-courant, mais se laisser porter dans le courant et puis la marée vous ramène là où vous ramène puis vous finissez à pied. Parce que si vous voulez revenir dans une marée contre la marée, tu vas t'épuiser, tu vas crever. Tu meurs. D'accord, mais c'est un bon conseil. Voilà, c'est un conseil pour tous ceux qui étaient là ce soir. C'est son expertise d'ancien soldat puisque tu as fait l'armée. Oui. Tu as fait l'armée. Puisqu'on parle d'eau et d'armée. Oui. Bon, quand j'étais à Saint-Cyr, au 4e bataillon, c'est à l'époque où il y avait les réservistes, c'était pour les officiers réservistes. Ah, oui. On était à la piscine, une très belle piscine olympique de 50 mètres à Saint-Cyr. Et puis, on a un adjudant-chef qui venait de la Légion et qui dit, bon, qui sait nager? Ah, moi, comme un con, parce que je nageais bien. Les 3 ou 4, on lève la main, on sait nager. Ah, c'est bien. Bon, allez, vous faites 50 mètres. Et nous, on commence à se déshabiller. Ouais. Et il dit, non,
déshabillé rien du tout. Tu sautes en vêtements et en Rangers. Eh ben oui, connard. Et là, tu découvres que le concept de couler n'embrasse couler. Voilà, d'accord. Ouais, je vois bien. Et c'est très très dur d'arriver au bout. Et t'es même pas dans une rivière. Donc c'est pas du tout les mêmes nages, évidemment. Voilà. Si t'es champion olympique en slipette dans une piscine olympique, c'est pas pareil quand t'as un sac à dos et mouillé avec des vêtements et des Rangers. Ah, on dérive totalement avec le Boulawan. Donc là, le Boulawan gagne sur le Montagny en termes de déconnexion du sujet central. Complètement, mais on va bouger justement. C'est vrai qu'il est violent, hein. J'avoue que... Tu vois, c'est pour ça qu'il faut voter pour lui. Parce que lui, il est président de la République. Poutine lui demande de boire un shot de vodka, ça finit pas comme Nicolas Sarkozy. Il boit pas, Poutine. Ouais, mais justement, il Sarkozy l'a pas fait boire. Ah, il en a pas bu. Pour toi, c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé alors avec Sarko? Je sais pas. Il lui a fait peur. Il lui a fait peur. Mais je sais pas sur quoi. Et les Russes sont des... je rappelle que Poutine vient du KGB. Oui. Ce sont des gens qui, entre autres choses... savent faire 50 mètres en piscine en Rangers. Peut-être pas, mais c'est pas les seuls. Les Américains font ça aussi très bien. Les Chinois, les Israéliens, les bons services de renseignement, ils ont des dossiers sur les gens. Et il suffit qu'on te dise dans les yeux 2-3 informations, les cadavres dans le placard dont on parlait tout à l'heure. Ça peut un peu stresser. Et quand on a fait des opérations en Libye, tout ça... Bon, oui, bien sûr. Ouais. T'as fait changer ton prénom? Oui. Georges à Georges. Donc du coup, t'es de l'avis de Zemmour sur les prénoms? Non, du tout. Ah bah vas-y, c'est toi qui l'as fait. Alors déjà, Zemmour embête les gens parce qu'il leur demande de changer de nom alors qu'ils vivent des vies normales. Moi, je suis candidat à l'élection présidentielle. Et j'ai déjà un nom qui est un peu compliqué, qui est un nom d'immigré, mon père. Ma mère est française, mon père est yougoslave. Et c'est Kuzmanovic. C'est pas simple pour tout le monde. Mais si tu rajoutes George Kuzmanovic, il y a plein de journalistes qui m'ont dit on va pas y arriver. Il va falloir que tu nous aides un peu. Qui sont payés. Oui, mais c'est pas que les journalistes, c'est les gens qui sont en face, les Français. Bon. Oui. Et tous les Français. C'est-à-dire qu'on parle pas que du Gaulois, là, qui est Gaulois depuis 190 générations, on n'a pas beaucoup des comme ça. Non. Mais un Français qui est d'origine maghrébine, il n'est pas nécessairement au courant des sonorités des langues slaves. Tu comprends? Bon. Et il y a plein de gens qui viennent de partout, donc c'est un peu compliqué. Et donc, par simplicité, étant donné que George, c'est un prénom international, mais en fait, c'est George. Et personne ne le prononcera comme ça en France, jamais. Et c'est dans un alphabet qui est différent de l'alphabet français. C'est l'alphabet cyrillique. Donc, de toute façon, c'est hors game depuis le début. Bon. C'est un prénom international. C'est Georgios en grec. C'est les paysans, en fait. Oui. C'est Georgi en russe. C'est George en anglais. Et Giorgio Jorge. Un jour, il y a un gars qui pensait que j'étais brésilien. Moi. Parce que Georges Ben. Bon, c'est ridicule. Non, et donc c'est par simplification. Beaucoup de Boulawan. Et puis on parlait tout à l'heure de Missak Manoukian. Et c'est un salut. Moi j'ai toujours dit c'est un salut à Missak Manoukian. Missak Manoukian, c'est un immigré, réfugié arménien. Son père meurt dans le génocide. Il débarque comme les autres, je crois, à Marseille. Et puis c'est un poète. Il est communiste. Bon. Et il vit sa vie en France, à Paris. Et puis la guerre commence. Et il rentre dans la résistance. Et il fait partie des FTP Moïse. Frontières et partisans, main-d'œuvre, immigrés. Les mecs qui ne sont pas français, ils se battent pour le pays. Alors que d'autres ne se battaient pas. Bon. Et il fait un réseau de Français et de métèques. De gens, des Polonais, des Juifs, des Arméniens, des trucs. Tout ce qui traîne. Et puis ils font plein de dégâts aux nazis. Plein. Puis un jour ils sont trahis, bon voilà, c'est la lutte, c'est compliqué. Ils sont dénoncés, ils sont fusillés au Mont Valérien, on les a salués puisqu'ils ont été fusillés là il y a 2 jours, enfin 2 jours. Non, ils n'ont pas été fusillés il y a 2 jours, mais non, mais c'est pour les gens. En 44, pardon, ils ont été fusillés en 44. Ouais. Et Missak Manoukian, poète, écrit une très belle lettre à sa femme, et j'invite tous ceux qui écoutent ce soir à la lire. Ça s'appelle la lettre à Mélinée. Sa femme, son amour, Mélinée, c'est un prénom arménien. Bon, voilà. Et il lui dit, remarie-toi, vis ta vie, je t'aime, désolé, je t'ai pas fait un enfant, je ne hais pas le peuple allemand, il va être fusillé et tout. Et il signe soldat de la France libre, bientôt on sera libéré, le printemps refleurira, marie-toi, et il signe Michel Manoukian. Le mec va mourir, ça change rien, du tout, pour signer Missak. Il a fait toute sa vie Missak, mais ce jour-là, il dit « Soldat de la France libre, Michel Manoukian ». Et du coup, si tu as créé ton mouvement, si tu as créé cette scission, cette ligne qui est cette ligne de gauche, mais qui est souverainiste, qui est
Moi, je t'ai vu comme quelqu'un qui partageait un peu mon parcours, qui venait de chez Chevènement, qui venait de tout ça. T'as pas tort, hein. Voilà. Je pense que toi aussi. T'as créé cette ligne. Forcément, la question, elle tombe. Hein. Je suis obligé d'y aller. Non, si t'as créé cette ligne, c'est qu'elle n'y était pas là où t'étais. Elle y était. Ou alors qu'elle est partie. Elle est partie. C'est quoi qui s'est passé? Parce qu'en fait, moi, je te le dis, j'ai 60% de ma communauté qui va être très à droite, 40% qui va être très à gauche, et les 40% qui vont être très à gauche, la moitié va être de chez Mélenchon, et on me dire, ah, t'as reçu le traître. Bon. C'est pas moi le traître. Je sais pas. Je sais pas. Les gars, si vous voulez, non mais vous voulez ce que vous voulez, mais vous vérifiez qui a écrit le programme de 2017. Et pour regarder, non, mais non, c'est pas moi. C'est Charles Gérard qui était là en charge. Et puis vous regardez tous ceux qui ont écrit le programme, les différentes personnes. Je m'étais entre autres moi, puis c'était pas le seul à m'occuper de l'international et de la défense. Puis il y a des gens qui s'occupaient de l'industrie, puis il y a des gens qui s'occupaient des outre-mer, puis de tout un tas d'autres sujets. Puis vous regardez où ils sont maintenant. Ils sont pas à la FI. Puis je veux bien parce que moi je suis pas à la FI maintenant. Celui qui a fait Outre-mer il est à République Souveraine, celui qui a fait l'industrie il est à République Souveraine et quelques autres ainsi. Charles Gérard est nulle part. Et donc il y a un petit problème. Ouais. Et puis c'est Mélenchon qui l'a formalisé le jour où la veille où Montebourg a décroché dans un article dans Le Monde. Là, tu parles de 2017 là? Non là maintenant. Là il y a 10 jours, 2 semaines. En fait, les journées sont tellement intenses que je 10 jours, 2 semaines, en fait, pour moi, c'est un peu pareil. J'ai du mal à suivre l'agenda. Bon, désolé. Bref, il y a pas si longtemps, ça se trouve facilement. Mélenchon a écrit, répond à une interview dans Le Monde, où il dit, où il change de braquet sur l'Union européenne. On avait un plan A, plan B, c'est là-dessus que je suis sorti, moi. C'est le plan A, plan B qui t'a lâché. Et c'était pas compliqué, c'était cette Europe, on la change ou on la quitte. Et maintenant, le programme de la FI, confirmé par Mélenchon dans Le Monde, donc je ne disais pas n'importe quoi, c'est plan A prime. On discute ou on discute. Tu vois sur quoi? Et pourquoi pas? Mais il a écrit, je vous envoie les articles. Voilà, donc il n'y a pas de... chacun peut vérifier. Mais pourquoi pas? On peut changer d'avis. Mais c'est pas le programme de 2017. De la même manière, sur les questions de... Il y a un autre sujet, c'est les questions de laïcité et de république. Moi, j'étais là quand Jean-Luc Mélenchon a fait l'oraison funèbre à Charb. Ouais. Sur les idiots... Enfin, Charb qui avait écrit sur les idiots utiles de l'islamophobie. Celui dont Charlie Hebdo avait été flambé. Puis ils ont été assassinés. Puis on a fait des manifs. Bah, c'est pas la même ligne. Désolé, c'est comme ça. Pourquoi pas, on peut changer, mais c'est pas la même ligne, donc moi c'est pas la mienne. Et puis il y a d'autres sujets, il y a un autre sujet qui est important pour moi, c'est la réindustrialisation, pour tout un tas de raisons de souveraineté, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure de géopolitique, mais aussi de écologique, et le nucléaire. Alors je sais bien qu'en 2017, je le sais. Tu le sais qu'il y croit pas. Oui, mais je le dis à tous ceux. Je sais très bien qu'en 2017. C'est sa première promesse non tenue. Le jour où il prend le pouvoir, il arrive et dit je déconne pour le nucléaire. Mais en 2017, oui, c'était dans le programme. Mais je sais ce que pensait Mélenchon. Vous me croyez ou pas? Mais je sais ce qu'il pensait. Il sait très bien. Et en plus, aujourd'hui encore, il est pour garder le nucléaire militaire. Je suis persuadé. Il est pour garder la dissuasion. Non, mais ça, il a dit. Il est pour garder la dissuasion. Il sait très bien qu'il ne peut pas y avoir, et je suis désolé, c'est comme ça, c'est technique, les gars. Il peut pas y avoir de dissuasion militaire, nucléaire, sans nucléaire civil. C'est bien pour ça que les Iraniens ont plein de problèmes avec leurs centrales nucléaires civiles, que les autres s'abordent régulièrement, parce que c'est l'étape avant le nucléaire militaire. Bon, bref. Et dans cette lutte centrale pour tout le monde, qui est la transition écologique et décarboner l'économie, sans nucléaire, on fait rien. Donc on n'est pas d'accord. Bon, c'est pas grave, chacun suit sa course. Pourquoi t'as perdu les législatives? Mélenchon t'a mis dans un traquenard ou t'as ligne minoritaire? Non, ça n'a rien à voir. Parce que à l'époque, à l'époque j'étais dirigeant. Que je veux te poser vite fait, qui est lié à ça. Parce que moi, ma théorie, je l'ai développée, c'est pour ça que j'aimerais la confronter avec toi dans cette dernière truc. Moi, je combats beaucoup la droite sur l'idée de Mélenchon est un islamo-gauchiste. Je suis quelqu'un qui est persuadé, peut-être que tu vas me dire que je me trompe, que Mélenchon n'a pas adhéré idéologiquement à ça. Je pense qu'il y a eu de mauvais choix politiques, de mauvaises analyses politiques, comme on l'a fait sur l'importance du vote souverainiste qui a été le sien en 2017. Je pense qu'il y avait de vrais islamo-gauchistes dans son pool. Et justement,
Je pense qu'il y a eu des mauvaises et qu'il a choisi d'aller chercher dans le cadavre du Salut PS. Guiraud. Donc du coup... Salut Coquerel. Bah oui, salut Coquerel. Pour moi, la réalité, c'est qu'en 2017, tu te plantes, Lecoq se plante, Coquerel gagne, Obono gagne, Corbière gagne, DS Coquerel, on ne filmera pas sa réaction, gagne. Toute l'équipe de bras cassés gagne. Et Mélenchon, son groupe parlementaire, il tient à une voix. Donc, il n'y a plus de Non, il tient à souverainisme. 2 voix et demie en fait. 2 voix et demie. Ouais. Donc il tient pas. Bah non, il tient Parce pas. que le groupe parlementaire c'est 15 à l'Assemblée nationale. Ouais. Et ils ont 17 élus. Mais bon, Qu'est-ce qui se passe? Attends, Pourquoi ça va? Qu'est-ce qui s'est passé c'est le hasard des urnes. C'est comme ça. Oui, mais il t'a envoyé sur des élections que tu gagnais. Non. Il s'est passé la Parce chose. que c'est la contradiction que m'ont dit. Non, les gens ils dans le chat qui sont m'ont rien anti-Mélenchon, envoyé. contrairement à moi, Ils m'ont rien envoyé. C'est de me dire, toi tu dis Kuzmanovic il s'est planté et les souverainistes à la Lecoq se sont plantés, c'est pour ça que Mélenchon s'est rabattu. Mais, et c'est ce que me disait, je crois, pas du ring il y a pas longtemps, qui est un collègue youtubeur très à gauche et pourtant assez critique sur ces questions-là, qui me disait, oui, mais c'est Mélenchon qui a choisi où il envoyait Kuzmanovic. Il l'a envoyé sur des trucs où il se pétait la gueule. Non, c'est moi qui ai choisi. C'est toi qui as choisi. Non, Ok. il n'a rien choisi Mélenchon. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le délire là? La France Insoumise n'a pas continué le programme de 2017, mais pour plein d'autres raisons. En tout cas, à l'époque, quand je suis candidat, Oui. Je faisais partie d'un courant au sein du parti de gauche qui voulait retourner au peuple. Parce que c'est là qu'il y a les marges de progression principales. Ouais. Je voulais être candidat à Maubeuge-Gemont. C'est dans le Nord. C'est pas le Pas-de-Calais, Nord. Et on avait pris une consigne, et j'étais un des rares de la direction à prendre cette voie-là. Mais qui me semblait cohérente avec l'idée de il faut reconquérir le vote populaire et pas aller dans les trucs des métropoles et des banlieues proches. Bon. On s'était aussi dit que des candidats qui viennent du monde ouvrier ont préséance. Or, il y avait le leader CGT de l'entreprise Sambre-et-Meuse qui avait été supprimé à Maubeuge, qui voulait être candidat pour défaire le Parti Socialiste, et je me suis retiré. Donc j'étais hors course. Et à Lens, dans la troisième circonscription du 62, du Pas-de-Calais, il n'y avait pas de candidat. Il n'y a pas de candidats locaux parce que franchement, c'est banzai dans le porte-avions. C'est quand même le bassin minier hardcore. Je te dis, c'est Hénin Beaumont, Mélenchon s'y est cassé les dents en 2012. Enfin bon, ouais. C'est vraiment pas simple. Hein. Mais je me dis, bon, ok, j'y vais. Je suis allé. Avec des militants locaux formidables, sans quoi on a fait mieux que le score national. Hein. Mais il y avait des accords. Oui, on a fait 12%. D'accord. Donc il devait y avoir des accords avec le PCF. Je ne sais pas qui les a sabrés. Le PCF dit que c'est la France Insoumise. France Insoumise dit que c'est le PCF. Bon. Et je faisais partie des circonscriptions prioritaires où il devait y avoir un accord pour y aller ensemble. Il n'y a pas eu d'accord. Je pense que tout le monde, à ce moment-là, la France Insoumise, comme le PCF, a perdu entre 15 et 20 députés sur le territoire national. Tant pis. Ce qui fait qu'on s'est faillité, quoi, avec un communiste, le maire d'Avion, qui est un très bon maire local. Voilà. Personne n'a gagné. C'est un macroniste qui s'est retrouvé face à un RN, mais qui est passé 25 ans au PCF. Bon, c'est le Nord, hein. C'est très compliqué. Oui. Voilà. Qui est mort du Covid, le bonhomme. Il a gagné. Voilà. Maintenant, le changement de la France Insoumise est dû à autre chose. Il y a eu une logique, un changement stratégique de Jean-Luc Mélenchon, qui a décidé, sans prévenir tout le monde, que comme les prochaines élections, après les élections présidentielles, ce seraient les élections européennes, et que les élections européennes sont des élections où on n'a pas le rapport peuple contre élite qu'il avait incarné en 2017, que c'est une élection d'européistes de gauche et de droite. Ouais. Et que donc du coup, il fallait mettre de l'eau dans son vin. Et son objectif était d'être, comme il avait était premier à gauche et très très fort, pas loin du second tour au présidentiel. Il pensait qu'il allait être premier aux européennes et qu'il serait le taulier pour faire les listes régionales et municipales. Et donc avoir tout un tas d'élus pour s'engager à la présidentielle. Mais que pour faire cela, il fallait qu'il mette un peu d'eau dans son vin sur les questions européennes et sur tout un tas de questions qui intéressent l'autre gauche,
qui est très 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 influencé par les questions wokistes et par ce qui anime le Parti démocrate des États-Unis. Et petit à petit, il s'est fait phagocyter. Et pour moi, ça a été un crève-cœur. Parce que entre 2017 et 2018, il est toujours au combat. Mélenchon. Il veut cacher la gauche, je l'ai dit partout, mais je répète ici, il veut casser la gauche européenne. La gauche européenne qui est dirigée par le PCF, Syriza et Die Linke. Et en janvier 2018, on est à Berlin avec Sarah Wagenknecht, qui est la compagne de son ami Oscar Lafontaine, qui l'a soutenu à toutes ses campagnes. Et il leur dit, il faut créer comme moi un mouvement, il faut que vous cassiez Die Linke. Ça sera Aufstehen, le mouvement qui sera lancé le 4 septembre 2018. Pareil en Italie. C'est avec Stefano Fassina. Stefano Fassina, initiateur du plan B en Europe, avec Mélenchon, avec Oscar Lafontaine, dont je viens de parler, avec Zoé Constantopoulou. Elle, qui est une amie, et que je salue, je ne sais pas si elle regardera, ça m'étonnerait, mais enfin, elle parle français. Zoé, qui devait organiser le sommet du plan B en juin 2018, qui a été annulé par Mélenchon. Tous ces gens-là qui étaient sur ce même projet, Mélenchon les a abandonnés. On se retrouve l'été avec des gens qui m'appellent d'Allemagne, puisque je m'occupais des questions internationales, qui me disent « Mais vous venez ou pas ? On prend les billets de train, Mélenchon intervient ?» Je sais pas, il répond pas. En avril 2018, Mélenchon change de ligne. Il annule le sommet de juin à Athènes, qui devait être organisé par Zoé Constantopoulou, en disant les Grecs, il fait chaud, ils organisent mal, on fera à l'automne en Suède, truc comme ça. Bon. Passons sur les commentaires sur les caractéristiques nationaux des uns et des autres. Mais en juin 2018, à la place, il est au congrès du parti de gauche. Et il dit, l'objectif, c'est l'hégémonie à gauche. C'est un changement stratégique total. Et donc, il laisse tomber tous les autres qu'il a emmenés, que ce soit les Italiens, les Allemands. Et moi, je m'excuse pour le terme, je me suis fait chier avec 3 enfants pendant 1 an et avec tout un tas de militants à aller rencontrer tous les pays européens. Parce que pour faire un nouveau groupe à l'Union européenne, il faut 7 pays, 7 élus nationaux, et on s'est retrouvé en Bulgarie à essayer de convaincre un gars de la social-démocratie bulgare de sortir et d'être le Mélenchon bulgare. Des fois j'y repense, je me dis mais on est chez les dingues. Bon, voilà. Un autre cours a été pris. Il a emmené la France insoumise là où ça l'a emmené, c'est-à-dire que ça a été le choix de Manon Aubry, qui vient d'un monde très intéressant, de gauche, humanitaire. Moi, j'ai été humanitaire pendant des années, mais elle vient d'Oxfam. Elle a dit mon ami, c'est Benoît Hamon. Je ne critiquerai pas la gauche. Elle vient de Sciences Po Paris. Bon, c'est un milieu particulier, très influencé par par la gauche américaine. Je ne sais pas si elle est vraiment de gauche, mais enfin c'est la gauche américaine. Et à la fin, elle s'est retrouvée en tant que vice-présidente de la gauche européenne qui n'a pas été détruite, à discuter avec Tsipras. Il faut se rendre compte qu'en mars 2018, on était allé à Vienne demander l'exclusion de Tsipras et de Syriza. Et il manque juste, c'est pas mal, non ? il manque juste le grec Tsipras, oui, qui vous a envoyé... C'est pas qu'il manque, c'est qu'on n'en veut pas. Parce que M. Tsipras est une des figures les plus minables de la vie politique européenne. Voilà un homme qui a été élu sur un programme de gauche radicale. Il arrive au pouvoir, il négocie avec l'Europe. On lui propose un mémorandum inacceptable par rapport à sa politique. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait voter les Grecs. Les Grecs votent, on ne veut pas signer le mémorandum, et lui, il va et il signe. Ouais. Bon, voilà, donc un changement total de paradigme. Donc c'est là la cause principale de l'évolution, voilà, en dehors de tous les autres problèmes que j'ai évoqués. C'est pas de la rage, etc. Non, c'est pas de la rage. Et puis Mélenchon est quand même, sérieusement, là, parce que là je fais critique, mais je réponds à la question. Mélenchon est toujours très très bon sur les questions sociales. Mais bien sûr. Les salaires, l'inégalité, l'accès à la santé, donc là, toujours bravo. Mais je répète, je suis le candidat et République souveraine pour dire la vérité. Tant qu'on ne sort pas des carcans européens et de libre-échange, on ne peut
rien faire. Zéro. Que vous vouliez virer tous les migrants, si vous êtes zémouriste, que vous vouliez construire une armée qui va envahir je sais pas quoi, que vous vouliez réparer tous les hôpitaux de France, avoir des écoles qui fonctionnent, rien n'est possible si on n'a pas une indépendance sur le budget, sur la monnaie, sur ce qu'on veut faire de notre pays à l'avenir. Il faut que ce mec et ses 500 cités à combien 40 On est à 42. 42. Ça fait 42 Philippot. Il y a plein de territoires qui n'ont pas vraiment reçu, plein d'élus, qui n'ont pas reçu la lettre du Conseil constitutionnel extrêmement tard, certains la semaine dernière. C'est une galère pour leur envoyer. De fait, de facto, ils ne participent pas à la vie politique commune. Ouais. C'est dingue. Ouais. Nous, on contacte... Il y a très peu de parrainages, les gens peuvent vérifier, c'est public sur le Conseil constitutionnel, très peu de parrainages qui viennent des pays des territoires d'outre-mer. Très peu. On a un paquet de territoires d'outre-mer. On a deuxième surface maritime mondiale. On a une grosse puissance. Anglais, c'est ça ? Non, les Américains. Les Américains. Mais c'est pour ça quand je dis on est une grosse puissance, on est une grosse puissance. C'est pas tout le monde qui a le deuxième surface maritime mondiale. Ouais. Bon, c'est beaucoup de territoires, beaucoup de communes, beaucoup d'élus. Et puis t'as des assemblées spéciales. T'as l'assemblée que personne connaît, l'assemblée des élus des Français de Polynésie, par exemple. Ils sont 92. Je crois. Ils vivent en parallèle. Enfin, ils vivent. Eux, ils aimeraient bien. Mais ils sont mis en parallèle de ce moment démocratique. Censément démocratique. Avec un mépris absolu. Oui, censément. Des parrainages. Donc c'est un peu galère. Puisque tu me poses la question, donc on n'est que à 42. Ouais. C'est très difficile. Il y a eu plusieurs réformes. Le général de Gaulle voulait que ce soit sans parrainage. D'accord. Anonyme. Oui, au début de la 5e. Pour que le président soit au-delà des partis et au-delà des notables. Alors maintenant, c'est 500, public. Donc là, tu dépends des partis, gros partis politiques et des notables. Donc si tu n'es pas installé, ça va être plus compliqué. Donc il y a eu des réformes. La dernière, c'est celle de 2016, François Hollande, Emmanuel Macron, qui fait que c'est totalement public. Puis en plus, les maires sont informés. Certains n'étaient pas totalement informés que leur nom allait finir au journal officiel. Ouais. Puis c'est pas pareil. Si tu soutiens Askazib ou Zemmour, t'es un peu marqué au fer rouge. Si t'es d'hiver droite, non mais parce que d'hiver droite souvent c'est les maires des petites communes, c'est souvent d'hiver droite, quelques-uns d'hiver gauche. Ils sont très peu politiques, ils ont des problèmes concrets pour leurs administrés et ils soutiennent par souci démocratique. Mm-hmm. Et là François Hollande qui dit mais c'est bien que les noms apparaissent parce que c'est la transparence. Oui. Alors remarque 1 pour tout le monde. Oui. Remarque 1. Quand on vote, nous, c'est dans un isoloir. C'est pas pour rien. C'est parce que ne pas avoir de pression du bonhomme, de la bonne femme, mais souvent c'est le bonhomme, ne pas avoir de pression religieuse, économique, du patron, de la famille, du clan, du chien Douglas. Oui. On est tranquille tout seul, on vote. Oui. Ok. Bon. Donc déjà que ce soit public, on comprend évidemment que ça pose un problème parce qu'on on a les feux de la rampe et puis après on peut dire pourquoi t'as soutenu Zemmour, pourquoi t'as soutenu Kazib, Kuzmanovic, bon c'est l'horreur. Il y en a qui s'en sortent en mais l'autre truc du vote en disant je donne ma voix à celui qui a le plus dans ma commune. Mais... Oui bon enfin. Mais non mais je viens au point le principal. Étonnamment, la transparence ne concerne pas les traités de libre-échange négociés par des gens non élus à Bruxelles, le CETA, le TAFTA. Vous pouvez tous vérifier. Le TAFTA, donc le traité de libre-échange USA-Europe, à l'époque où François Hollande voulait qu'on le signe très très vite, celui qui trouve que quand même c'est très important de savoir qui soutient le maire de Trifouilly-sur-Oie. Par contre, le TAFTA, c'est pas important. Tu as plusieurs milliers de pages, totalement opaque. Donc pour le consulter, et là ce n'est pas complotiste, vous vérifiez. Ouais. Il a pu être consulté à un moment donné par des élus nationaux, des députés, et ensuite, à l'ambassade des États-Unis. Oui. Dans une cave, sans téléphone, portable, avec et sans, une chambre spéciale. Sans carnet et stylo, le truc qui fait plusieurs milliers de pages. Si je veux savoir quelque chose sur l'état des négociations du TTIP, je dois signer ce formulaire d'une dizaine de pages, dans lequel je m'engage à ne rien révéler. Vous voulez bien me fournir, voilà, ça. Ça, j'ai signé. Voilà, c'est parfait. Parce que je risque plein de choses, là. Ah, voilà. Je peux aller en prison. Oui, c'est ça. Que vous voulez d'autres Votre portable, si vous l'avez. Oui. Voilà. Merci. Mais j'ai plus de stylo là. Vous avez un stylo pour moi ou pas? Si. Ah bon. J'ai de la chance alors.
Oula. Et ça, là, il n'y a pas de transparence. Transparence pour les contrats Pfizer et Union Européenne. Ah non, alors, même notre gouvernement n'est pas au courant de ce qu'il y a dans le contrat. Donc on est chez les fous. Donc la transparence, c'est très important pour savoir si le maire de Trifouille-sur-Oise soutient Kuzmanovic ou Zemmour ou Mélenchon ou Valérie Pécresse. Par contre, pour un truc qui va concerner le travail, la vie des Français pendant des décennies, alors là, il n'y a pas de transparence. Le vrai problème, c'est ce problème des parrainages et le fait que toute une partie des Français sont exclus, c'est-à-dire, je pense encore une fois aux territoires d'outre-mer, sont exclus de la vie démocratique française. En plus du reste. À un moment donné, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des gens qui soient indépendantistes comme chez les Kanaks. Les infrastructures de Mayotte, de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, sont pourries. Il y a des bidonvilles dans nos pays. Il y a des endroits où les gens n'ont pas accès à l'hygiène normale, à l'eau, aux égouts. Mais c'est dingue. Alors on dit oui, bon, c'est des gens là-bas. Mais non, c'est pas des gens là-bas. C'est des gens qui font la puissance de la France. Parce que quand vous avez Mayotte, ben vous avez tout un territoire maritime qui nous donne des accès aux ressources halieutiques, qui nous donne des accès aux ressources diverses et variées. Et dans un contexte où on est parti dans une guerre mondiale larvée, mais pas toujours larvée, pour l'accès aux ressources, tout ça est positif. On ne peut pas avoir 50% de pauvres en Guyane. C'est n'importe quoi. Non, donc non. Et à un moment donné, si les gens se disent, bah, c'est sympa d'être français, mais si on est pauvre, à quoi ça sert? Eh ben non. Il faut, enfin, moi, en tant que candidat, je suis pour un choc d'égalité des territoires. Alors, en métropole aussi, hein. Il suffit d'aller à Lens, où j'étais. On n'est pas loin alors, ça peut surprendre des gens, mais on n'est pas loin de la Guadeloupe. On a la ville de Lens, il y a 30% de chômeurs et 40% de pauvres. Okay. La Deule, c'est dégueulasse. Les gens n'osent pas boire l'eau du robinet. Ça va pas. Hein. C'est une des zones de France où il y a le plus de difficultés écologiques. Donc, que ce soit dans les zones abandonnées en France métropolitaine ou les zones de ce que nous appelons la France-Monde, donc les territoires d'outre-mer, il y a des inégalités de territoire massives qui doivent être corrigées. Et ça demande un investissement colossal de l'État, en partenariat avec les autochtones, les locaux, pour que ce soit bien fait, en fonction de leurs besoins, de leurs désirs d'avenir. Ouais, il y a des signaux. Et voilà, donc ça, je pense, c'est très très important. Et le fait qu'il soit exclu de la décision de qui va être candidat est quand même un problème qui est allié au reste. Il y a une question de Bacachou qui me demande tout simplement qu'est-ce qui te différencie de Fabien Roussel? Plusieurs choses. Du PCF, en gros. Ouais. D'abord, je ne suis pas du PCF. Oui, d'accord. Non, mais c'est important, le Parti communiste, bon, ça traîne une histoire, c'est compliqué. Une histoire positive et négative, mais qui est compliquée et qui pèse sur le candidat, quoi qu'il fasse, quel que soit ce candidat. D'accord. Ensuite, on a un rapport beaucoup plus clair sur la question essentielle, qui est le retour à la souveraineté. Parce que moi, je me suis défini... Mais c'est pas besoin de gauche en fait. C'est De Gaulle. On est souverainiste. Ah non, De Gaulle, il n'y a pas besoin de gauche. Non, ok. Notre mouvement, c'est l'antithèse absolue de Macron. Macron a réuni des gens à casser le clivage gauche-droite, et il a réuni des gens de gauche et de droite. On est d'accord? Oui. Entendu médiatiquement. Oui. Il y a des députés de gauche, des députés de droite, des ministres de gauche, des ministres de droite. En général, PS, LR. Là, il y a plein qui rejoignent, à Bartologne, à Rebsamen, même ce pauvre Chevènement. On reviendra peut-être dessus. Attends. Le Chevènement n'a pas rejoint LREM. Non, mais il soutient. Bon. Comment ça, Chevènement soutient? Dans le JDD, dimanche. Voilà. Désolé pour ceux qui... Bon, c'est comme ça. Quoi? Ah ouais. Attends. Jean-Pierre Chevènement, qui m'a intellectuellement... Mais moi aussi, c'est un maître à penser. Dans le paysage politique français, c'est-à-dire factuellement, au niveau de l'ancrage politique, c'est Jean-Pierre. Enfin, si t'avais... Mais non, mais pas Jean-Pierre. Si t'as suivi... mais non, mais attends, non. Il était récemment avec Macron à Alstom, à Belfort.
Ouais. C'était il y a 10 Pourquoi? jours. Parce qu'ils se défendent Et là, il a dit, on vous a fait un mauvais procès sur Alstom, vous n'êtes pas responsable de la vente d'Alstom. Comment ça, il n'est pas responsable, sa mère? Moins que Valérie Pécresse. Ok, mais alors, elle n'a pas qu'un cas. Voilà, mais bon. t'es sérieux? Oui, mais non, mais... Une question. Le rachat à l'époque de la partie énergie d'Alstom par GE a été fait un peu sous des méthodes un petit peu particulières, des certaines pressions. Quel process a la France aujourd'hui pour éviter que cela ne se reproduise et qu'on arrive à de tels carnages sur d'autres secteurs stratégiques? Je l'ai vécu à l'époque, j'étais collaborateur quand ça s'est fait. De ce que j'ai vu, non mais pour vous parler très franchement, je ne dirais pas qu'il y a eu des pressions. Il y a eu le choix. Non, mais moi je vous dis comment Non, il y a eu beaucoup, ce qui est normal, quand il y a des opérations comme ça, il y a toujours aussi beaucoup de commentaires qui sont faits. Il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses. Est-ce que Jean-Pierre, tu veux dire quelques mots à ces messieurs? Parce que vous avez quand même Monsieur Chevènement qui s'est beaucoup battu. J'ai défendu Belfort. Me souvenons que j'ai été maire pendant plus de 20 ans. Donc ça m'attache à Belfort. Pour la vie, mais pour la mort. Disons que quand j'ai vu le projet de vente d'Alstom à General Electric, mon sang n'a vraiment fait qu'un tour. J'ai réagi vivement. Je suis allé vous voir pour vous en parler, mais vous m'avez fait remarquer justement que vous n'étiez pas ministre quand la transaction s'est faite. Vous m'avez remis le document Agreement en anglais. Hein, et il date du mois de juin et vous êtes devenu ministre, je crois, au mois d'août, le 26 août, très précisément, 2014. Alors ensuite, les choses ont suivi leur cours. Mais on vous fait quelquefois un procès un peu injuste. Macron fait rejoindre des gens entendus médiatiquement de gauche et de droite. Mais il les met dans un bloc qu'un gars comme Jérôme Sainte-Marie a appelé le bloc bourgeois. Élitaire. Oui. C'est quoi? C'est des gens qui vont privilégier le capital sur le travail. Tout à fait. Ce sont des gens qui vont privilégier la mondialisation sur la production locale. Ce sont des gens qui vont privilégier l'atlantisme sur l'indépendance de la France. Ce sont des gens qui vont privilégier le privé sur le bien commun. Ce sont des gens qui, au début en tout cas, privilégiaient le communautarisme sur la laïcité, le vivre à la française. Nous, on est l'opposé absolu. C'est-à-dire que dans tous les domaines, on est pour privilégier le travail sur le capital, sans être dans un truc communiste de destruction du capitalisme. On est pour privilégier le bien commun, les services publics sur le privé. On est pour privilégier l'indépendance de la France contre l'atlantisme. On en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas développer. On est pour privilégier la laïcité et l'assimilation à la française sur le communautarisme. Voilà. En gros, ce qui nous résume. Et donc, c'est une opposition pure et parfaite. Et donc, je pense qu'on est, notre mouvement, en tout cas, cette manière de voir la politique, on est une force d'avenir, parce que Macron a réussi à fédérer ça. Nous, on pense on est un peu en retard. C'est le bloc populaire. Et c'est ça qu'on veut fédérer, c'est ça notre mouvement politique, si ça répond à la question. Mais du coup, il va y avoir une question qui va être annexe, parce que moi, je l'ai toujours dit aux gens de la chaîne, moi, vraiment, si t'as tes parrainages, moi, je go vote pour toi. Et c'est pas une consigne de vote, c'est un vote personnel, parce que le vote, encore une fois, il y a un isoloir. Et c'est normal qu'il y ait un isoloir, mais j'ai le droit de dire publiquement. Mais la dernière fois, j'ai dit... Ah, mais t'es libre, tu fais ce que tu veux, toi. Ah, mais je suis libre, je fais ce que je veux, et j'espère que t'auras tes parrainages. Mais... Non, mais j'espère que j'aurai les parrainages aussi. Bon, il reste plus d'une semaine, ça va être très difficile. Mais évidemment. Mais si t'as fondé cette ligne... Le combat ne s'arrête pas là. Ben oui. On a commencé... c'est un mouvement qui a 3 ans, dont 2 ans de Covid. Ouais. C'est hardcore. Jeunes, peu de moyens, pas d'élus. 25 000 ? Tout le monde travaille. 25 000 pour la campagne. Non, on est on est une bande de pirates sur un sloop où il y a 2 voiles. Donc on a rien. Mais on y va avec un excellent programme qui marche très très bien. Donc j'invite tout le monde à aller le voir sur notre site républiquesouveraine.fr. Il est gratuit ? C'est gratuit. Ah, voilà. Bah, évidemment. Ceux qui n'ont pas envie de se fader 50 propositions, il y a une charte en 20 points. Ouais, okay. Ça donne une orientation globale qu'on veut donner au pays. Et on a fait des choses assez formidables, y compris, ne serait-ce que... les gens peuvent trouver ça risible. 42 parrainages, mais 42 parrainages d'où on part, avec rien. C'est assez exceptionnel. C'est du travail militant. Donc je salue tous les militants qui regardent, parce que sans eux, c'est du travail, c'est de l'huile de coude, hein, point.
point barre. Entre ceux qui font les affiches, ceux qui font les sites, ceux qui appellent les maires, ceux qui collent les affiches, ceux qui vont discuter avec les gens. Et je pense qu'on sera du point où on part, donc un peu pauvre, oui. On sera une force d'avenir. Mais j'espère pour vous. Mais et après, il y a les législatives. Ouais. Et puis surtout, après, il y aura le 4e tour social, comme on dit. Parce qu'encore une fois, là, au tournant automne-hiver, je n'aimerais pas être un président néolibéral pour le libre-échange, de type Emmanuel Macron ou Valérie Pécresse. Parce qu'ils vont avoir affaire à une fronde sociale, dont je parlais tout à l'heure, la faim du ventre, qui, je pense, sera menée par les femmes, comme ça a été à la Révolution russe en 1789. À tous les moments où vraiment ça va pas, c'est les femmes qui descendent dans la rue. Non mais moi j'habite à Bagneux. Moi j'étais à Bagneux là, j'étais dans une pharmacie, je suis tombé sur une maman et une discussion qui est partie en vrille parce qu'il y a une maman qui pouvait plus payer de tests PCR, pas de tests PCR, de tests dans le nez, les trucs quoi. PCR. Mais non, c'est pas des PCR, ceux-là, c'est antigénique. Autotest, merci, autotest. Les autotests, comme moi j'en ai fait, je sais pas, 25 à mes enfants, les pauvres transpersonnés tout le temps, bah elle a dit, j'ai eu tous les trucs gratuits, je peux plus. J'ai plus l'argent, j'ai pas 10 € pour ça. Je suis obligé de poser des RTT, mettre des jours de congé pour garder les enfants à la maison parce que je peux pas les emmener à l'école, parce que j'ai pas les tests. Et on n'est pas arrivé à l'augmentation dont j'ai parlé tout à l'heure, de l'énergie, des coûts de l'énergie qui va être aggravé par la guerre avec l'Ukraine. Donc je pense, voilà. Bon, et puis c'est pas que les femmes, ça sera aussi les hommes, mais il y aura une révolte, je pense, populaire, légitime. Quand j'ai dit qu'on est pour le travail plutôt que pour le capital. Un truc important à retenir. Vraiment, tout le monde, faut comprenne ça, vraiment. En 1987, vous pouvez vérifier, c'est pas, vous pouvez faire un insert. Je sais pas qui, il y a des magiciens, il y a des gens ici à droite, là, à ma droite, il y a des gens qui font des inserts. C'est une sorte de magicien. Vous avez trouvé ça chez Challenge, le journal du business. Voilà. En 1996, les 500 premières fortunes de France, donc les 500 bonhommes et bonnes femmes les plus riches de France, détenaient 6% du PIB, produit intérieur brut. C'est-à-dire la fortune produite par la France chaque année, 6%. Et ils étaient, en 96, riches. Il y avait des Jaguars, il y avait des Porsche, il y avait des châteaux et des avions privés. C'était pas comme s'ils étaient pauvres. Aujourd'hui, vous savez, tu sais c'est combien ? Vas-y. 43. T'es sérieux ? Eh ouais. 43. C'est une concentration de fortune absolument délirante qui est en train de se produire, mais qui est improductive, parce qu'il n'y a pas de ruissellement. En fait, c'est ruissellement inversé. De toute façon, il n'y a jamais de ruissellement. Non, mais ça dépend. Et le ruissellement qui existe, c'est par l'impôt. Oui. Mais il n'y a pas. Et il supprime l'impôt, il fait des flat tax, je parle d'Emmanuel Macron. Oui, et puis pognon de dingue, et puis on supprime des pauvres 5 € pour les gueux, là. Voilà. Et au résultat des courses, on a la fortune des 500 plus riches a doublé en 2 ans. Putain, incroyable. Multiplié par 7 en 10 ans. Et là, on est à 10 millions de pauvres. Et il y a un mouvement général dans lequel s'inscrit Macron, sauf que lui, il a passé la 9e. Il est dépassé la 5e. Il n'est pas en marche. Il est Speedy Gonzalez, pour ceux qui connaissent. Il est très très vite sur tout ça. Et comme a dit Monsieur Lescure, député LREM, président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, donc pas le premier paire d'euros LREM, s'il y a un second mandat Emmanuel Macron, ça sera puissance 10 par rapport au 5e. Je suis désolé pour ceux qui sont au bord du seuil de pauvreté, mais ça sera puissance 10. Et il y aura transfert du siège du Conseil de sécurité de la France au Conseil de sécurité de l'ONU à l'Europe, c'est-à-dire à l'Allemagne. D'accord. Tu crois à ça ? Ouais. Je sais pas, ils l'ont écrit dans le Figaro, c'est vérifié. Encore une fois, j'invente pas des trucs. Ce sera beau, ce sera le symbole, ce sera la paix. Et donc, si on n'a pas, nous, le capitalisme européen, le modèle social européen ne sont pas les mêmes, et vous savez, parfois les critiques dures qu'on peut avoir et légitimes qu'on peut avoir vis-à-vis d'un certain capitalisme outrancier et financier. Mais le modèle économique européen, social européen, n'est pas le modèle chinois, ça n'est pas le modèle américain. Je pense que Yannick Jadot, c'est peut-être un procès d'intention, c'est peut-être, et ça n'engage que moi, je pense que Yannick Jadot, pour avoir parlé à mon ami Pierre-Yves Rougeron,
a déjà négocié son poste de ministre sous Macron. Alors, je ne sais pas, mais malheureusement, alors que le combat pour l'écologie est central, il surdétermine tous les autres. Oui. Parce que l'on soit nazi, gay, il y en a qui vont dire que l'identité est avant noir, non. Si l'atmosphère part en sucette, s'il n'y a plus de biodiversité, tout le monde va mourir. Donc ça surdétermine tous les combats, pour tout le monde. Malheureusement, et ce n'est pas un opprobre pour éventuellement les Verts, les militants, et les gens qui y croient, qui écoutent, mais malheureusement, une grande partie de leurs chefs se sont illustrés dans le retournement de veste. De Rugy, Pompilly, les placés, tout ça. Bon, et pas Sandrine Rousseau, cette pauvre dame dont on se moque. Cormand, tout un tas de gens qui sont tout à fait éligibles au capitalisme vert, qui est une vaste foutaise. Je te cite 2 citations de Yannick Jadot. Nous devons relancer le capitalisme européen, qui n'est pas le capitalisme chinois ou américain. Il faudra me prouver depuis quand. Et deuxième phrase, il faut aligner la fonction publique sur les critères du privé. Ça veut dire supprimer la fonction publique, en vrai. Donc, oui, il n'est pas de gauche, mais il y a des gens... Non, mais c'est même pas qu'il n'est pas de gauche, c'est pas écologiste. Il n'est pas écologiste, oui, en vrai. En vrai, de ce que c'est écologiste. Écologiste, c'est on évite la catastrophe climatique. Oui. Enfin, on évite. On n'est plus à l'éviter, on la réduit. On essaie d'éviter les conséquences de l'effondrement de la biodiversité. Et on réfléchit comment on prépare un avenir qui va un peu piqué pour 2 ou 3 générations, 4. Et comment on fait pour qu'on survive en tant qu'espèce. Là, il y a des rapports qui sortent sur des problèmes de QI des enfants, mais il y a des trucs d'hormones. Une histoire incroyable. Ma première fille, elle va avoir 16 ans. Ouais. Voilà. Ma première fille, elle a 8 ans, et elle nous dit « j'ai mal ici ». Les parents, Et puis à un moment, on s'inquiète, on touche, elle a une boule sous le téton. Mais une boule qui bille comme ça, là, de dure. Angoisse des parents, médecin. C'est moi qui l'emmène. Je suis totalement, je suis en mode panique. Ah oui, parce qu'un cancer d'enfant, c'est un cancer accéléré. Hein. C'est pas un cancer de vieux de 82 ans. Ça va très vite. Donc, je suis en stress total. Le médecin est stressé. Il touche. Puis je vois qu'il se détend. Il s'installe. Ah, c'est pas grave, c'est les seins qui poussent. Je dis, mais 8 ans, ma fille. Quels seins qui poussent? Que vous parlez? Non, mais il y a 4 ans d'accélération en raison du changement endocrinien de ce qu'on mange. Les enfants deviennent beaucoup plus matures, beaucoup plus vite qu'avant. Ah. Et là, il me dit un truc génial. Il me dit, alors, à l'époque, je travaillais à Ubisoft. Et il me dit, non mais vous savez pas le pire? Ubisoft, c'est toi qui as fait le Assassin's Creed pour faire chier Mélenchon. Oui, attends. Vas-y. Qui trouve formidable maintenant. Et le gars me dit, mais vous voulez le plus drôle? Vous savez ce que c'est? C'est que les corps se dégénèrent quand on est mort 9 fois plus lentement qu'en 1960. What? On bouffe tellement de merde, de conservateurs, qu'on se dégénère. Qu'on se dégénère moins vite. Et là, moi je dis, c'est dingue. Moi j'étais un peu dans un machin, c'est dingue, et je me dis tout à coup, mais ça change totalement le rapport au film de zombies. C'est-à-dire, c'est pas des trucs qui dégoulent de partout. C'est plutôt des mecs un peu pâles, mais en fait ils sont bien. Parce que ça va en fait. Ah putain, énorme. Donc c'est bon. Non mais voilà, tout ça touche tout le monde. C'est absolument fondamental de travailler sur les questions écologiques. Nous, ça fait partie de nos piliers, mais en n'étant pas débiles. Donc nous, on pense que pour décarboner l'économie, le meilleur moyen, c'est le nucléaire. D'abord faire de recherche, en utilisant aussi tout ce qui. Si je comprends pas Marine Le Pen qui dit qu'il faut démonter elles sont là, les éoliennes. On va pas les démonter, c'est complètement con. Elles produisent sous les gardes. Elles produisent, ça n'a pas de sens. Mais on se sert des barrages hydroélectriques. On sert de tous les moyens, mais la base c'est le nucléaire, avec l'évolution technologique, y compris jusqu'à la fusion, qui sera une révolution pour la civilisation humaine, pour les civilisations humaines, de l'ordre de la découverte du feu. C'est-à-dire une énergie propre. C'est l'énergie du soleil.
qui ne produit pas de déchets et qui permettra à tout le monde d'avoir une énergie massive et qui est l'énergie, la seule, qui permet de se déplacer rapidement. D'avoir une conquête de l'espace un peu sérieuse. Un peu sérieuse. J'ai une question de Onitagi qui vient de tomber. Alors là, je pense qu'on va passer du coq à l'âne. Georges connaît-il le livre La guerre hors limite de Xiao Yang et Wang Sangshui? Bah voilà, ce sont deux généraux chinois qui expliquent comment faire la guerre au XXIe siècle. Tu connais, je t'en prie, tu as l'air de connaître, déroule. Eh bien, je dirais, s'il y a un livre de stratégie fondamentale à lire, oui, c'est ce livre-là. Et il est à relier. Alors, il date un petit peu, mais ils expliquent comment faire la guerre au XXIe siècle. Alors. Oui, non, mais il date d'il y a 20 ans quand même, le gars. Oui, presque. Un petit peu. Un petit peu. Mais ils disent comment faire la guerre au XXIe siècle. Fondamental. Pour qui veut comprendre qu'est-ce qui se passe en Ukraine, qu'est-ce que visent les Chinois, parce que non seulement c'est un livre de stratégie militaire, moderne, qui fait écho à l'art de la guerre de Sun Tzu. Donc bravo, je sais pas si je suis tout à fait étonné. Félicitations pour ceux qui lisent le livre, c'est vraiment extraordinaire. C'est rare. Et je dis dans le cours que je faisais de stratégie militaire, il fait écho à Sun Tzu. J'avais commencé mon cours avec Sun Tzu, l'art de la guerre, qui est le premier, disons, grand livre de stratégie globale qui est toujours utilisé aujourd'hui, même si tout n'est pas utilisable parce que c'était quand même 5 siècles avant Jésus-Christ. Et le livre de nos deux colonels chinois qui maintenant je pense sont devenus généraux et c'est fondamental pour comprendre la guerre hors limite, comment fonctionnent les guerres hybrides, les guerres complexes à plusieurs niveaux qui sont diplomatiques, économiques, militaires évidemment, médiatiques, de désinformation, et la guerre hors limite, c'est-à-dire que c'est la guerre hors des limites de la guerre. C'est bien fait, c'est un livre bien foutu, d'autant plus qu'ils abordent les évolutions technologiques avec un regard historique qui est assez intéressant. Ce qui se passe en géopolitique et militairement, en particulier en Ukraine, et ce qui va se passer avec la Chine, c'est clair. Enfin, c'est comme si vous êtes très très myope et puis que vous mettez des lunettes. D'un coup, ça c'est clair. Et j'ai une question aussi de Niristos. Je demande si tu as un avis sur Julian Assange. Il fait quoi, Kuzmanovic président, sur Julian Assange? Il aurait fait quoi? Facile à vérifier. Moi, j'étais pas en première ligne. Il y en a beaucoup qui étaient beaucoup plus au combat, qui l'ont défendu. Mais moi, j'étais de toutes les manifestations, tous les soutiens. C'est facilement trouvable. J'ai réagi à toutes les étapes des problèmes de Julian Assange. Donc, c'est simple. On soutient Julian Assange. C'est insupportable ce qu'on lui fait. On peut pas critiquer ce que fait Poutine à ses opposants, alors que Julian Assange est juste un bonhomme qui dévoile un peu à tout le monde ce qui se passe dans les coulisses. Donc c'est la liberté de la presse, l'expression. Et donc moi je suis pour que, si je suis président, ça fera partie des premières choses. On redevient la patrie qui protège les lanceurs d'alerte. Pas le premier jour, mais très rapidement, Julian Assange, Edward Snowden et quelques autres deviennent citoyens français d'honneur, avec une grosse légion d'honneur, et on crée ça sera un peu plus tard parce qu'il faut une loi de protection des lanceurs d'alerte. Parce qu'il y a un paquet de lanceurs d'alerte. Donc tu abolis la loi Le Drian, la loi, comment elle s'appelle, cette saloperie là. La loi sur le business là, de Macron. Oui, c'est quoi, faut le fact-checker, la loi sur la loi secret des affaires, voilà. Le truc bien, c'est que les magiciens, ils boivent pas. Nous, on a... Et très franchement, c'est clair pour nous tous. Aucune opposition à ce que les entreprises se protègent. Sur des brevets, sur des secrets industriels, c'est tout à fait nécessaire pour que l'économie française se porte bien par rapport à ses concurrents. C'est tout à fait normal. Mais quand on commence à dire, et quand on commence à parler de ces critères que vous avez cités qui sont si flous, ben on se dit que oui, toute l'organisation fiscale d'une entreprise peut rentrer dans le secret des affaires. LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers. On se dit que, et oui, dans l'affaire du Mediator, on
aurait pu être bloqué. On se dit que là, dans le dernier cache investigation sur les marchés de l'eau, on aurait pu être bloqué parce qu'on a des documents confidentiels. Très concrètement, ce serait quoi les risques juridiques pour une entreprise de presse, une société de production? Alors, il y a deux choses qui nous font très très peur. C'est le fait, de nous attaquer et surtout de demander des dommages et intérêts qui peuvent être colossaux. Voilà, on parle parfois de 800 000 euros. Bon, France Télévisions, Radio France, ce sont des sociétés de presse qui sont extrêmement solides. Mais vous savez par exemple que Cache Investigation est réalisé dans une société de production qui s'appelle Première Ligne Télévision. Imaginons qu'à un moment, il y ait une demande de dommages et intérêts de 800 000 euros. Ça met complètement en péril cette société de production. Et il y en a beaucoup dans Paris qui pourraient tout simplement être tentés de ne plus s'engager dans ce genre d'enquête en raison des risques financiers et des risques judiciaires. Assange est connu. Oui. Donc on voit ce qui lui arrive, on voit physiquement, on voit qu'il devient fou. Et puis s'il est extradé aux États-Unis, il va être torturé. Ça va être l'horreur. Bon. Mais il y en a d'autres. La loi secret des affaires, elle crée un nouvel obstacle, un gros obstacle pour les journalistes, tout simplement parce qu'elle va rendre plus difficile, plus risqué la relation avec une source. Une source, c'est un lanceur d'alerte, mais ce n'est pas seulement un lanceur d'alerte. C'est quelqu'un qui voit passer quelque chose dans le cadre de son travail, de ses activités, et qui se dit « ça, c'est pas normal, ça, c'est dangereux, il faut qu'on en parle ». Dans le cadre de la nouvelle loi secret des affaires, il risque d'aller devant un tribunal, d'être poursuivi, d'avoir à prouver que ce qu'il a fait, c'est-à-dire violer un secret d'affaires, était dans l'intérêt général. C'est le juge qui va dire est-ce qu'un tel est capable d'agir? Est-ce qu'un tel est lanceur d'alerte? Est-ce qu'un tel a violé un secret dans le cadre de la défense de l'intérêt général? C'est aussi un juge qui va dire ce qu'est l'intérêt général. Moi, j'ai eu à prouver que j'étais journaliste et que j'avais un intérêt à agir en tant que journaliste dans une procédure très récemment devant le tribunal à Metz, dans le cadre d'une procédure que j'ai engagée contre une entreprise qui avait violé le secret des sources. Le jugement a été en ma défaveur, c'est-à-dire que j'ai été débouté pour un certain nombre de raisons, mais entre autres raisons, parce que selon le juge, je n'avais pas d'intérêt à agir. Stéphanie Gibault chez UBS, elle nous fait récupérer 5 milliards quand même. Et puis elle dévoile une fraude fiscale et sa vie est détruite. Elle est au RSA. Nous sommes en compagnie de Stéphanie Gibault, lanceuse d'alerte, grâce à qui ce procès a pu avoir lieu. Ancienne salariée d'UBS, elle a été licenciée en 2012 pour avoir alerté le ministère des Finances qui ne lui a jamais reconnu le statut de lanceuse d'alerte. Elle montre une fraude fiscale globale qui va contre les intérêts de la France. Si elle, on la paye 50 millions, mais franchement... Tu signes et tu la mets. Et tiens la Légion d'honneur, madame. Bah oui, mais amusez-vous bien. Elle marque pas de but en finale. Amusez-vous bien aux Maldives. Bah oui, mais c'est pas pareil. Elle met pas de but. Est-ce qu'elle a mis un but Elle a mis un gros but. Elle a mis un gros but. 5 milliards. 5 milliards, c'est un gros but. Un but à 5 milliards, ça compte. La complexité de cette histoire, c'est à la fois avoir d'un côté une banque qui fraude. Alors on pourrait le mettre au conditionnel, une banque qui frauderait ou qui aurait fraudé, mais qui a donc été condamnée à l'amende la plus importante qu'ait donnée la justice française à une banque, donc 4,5 milliards d'euros. Donc ça c'est une chose. Et de l'autre côté, on a un État qui dit lutter contre la fraude, qui dit protéger les lanceurs d'alerte, qui m'a fait travailler pour ces services pendant plus d'une année, de mai 2011 à l'été 2012, et qui ose m'écrire depuis des années que je ne suis qu'un témoin qui a été utilisé dans un dossier, que je ne suis pas une lanceuse d'alerte. Alors vous imaginez, UBS est en plus immédiatement rentré dans cette brèche en disant, et voyez, cette femme, on a toujours dit qu'elle était une menteuse, une manipulatrice, elle n'était pas banquier, elle n'y connaissait strictement rien. Donc la vraie question, c'est de se demander si on n'a pas affaire aux deux mêmes côtés d'une pièce. On a ça sur la table depuis tout à l'heure. C'est quoi que tu m'as ramené à bouffer? Ça, je vous montre. Ça, c'est des bouchées au chanvre. Des bouchées au chanvre. Tomates, herbes de Provence. Parce qu'aujourd'hui, dans la campagne... Tomates, herbes de Provence, du chanvre. Dans la campagne présidentielle, j'étais aujourd'hui au deuxième colloque du syndicat des producteurs de chanvre.
Ah, pour vous dire, c'est un truc... Eh ben non, c'est des gens super sérieux qui proposent des solutions ultra intéressantes. Ah bon? Oui, je t'ai dit. Tant pour le textile, l'alimentaire, la santé, et y compris pour réduire les problèmes d'incarcération à cause du commerce du cannabis. Entre autres, par exemple, en proposant ce que font les Suisses depuis 2017, qui est qu'on fasse un grand test, moi je suis pour, hein, qu'on fasse un grand test pour faire du cannabis public à 1% de THC. Ce qui réduit considérablement la consommation un peu festive. Mais un peu THC, ça fait aucun effet. Donc les gens achèteront pas. Si, ça fait un peu d'effet. Ça dépend des gens. Puis tu sais, dans les effets du bédo, bon, c'est aussi un petit peu de l'atmosphère, de ce qu'on est bien. Il y a un petit verre avec. Bon, voilà. Il y a aussi de l'auto-conviction que ça fait rire. Oui. Si t'es vraiment concentré ou vraiment déprimé, ça fait pas grand chose. Hein. Ouais. En vrai, hein, c'est pas non plus une drogue dure. Donc bon, mais là un THC, mais en Suisse ça marche, ça réduit considérablement la consommation, mais trafic. Ce commerçant de Comté a eu du flair. Il vient de se lancer dans la vente d'un cannabis contenant moins d'1% de THC, la substance qui provoque les effets psychotropes. Du coup, son business est 100% légal et c'est un véritable carton. On en vend beaucoup, tous les jours, tout le temps. Il y a beaucoup de passages. C'est devenu un peu le produit phare du magasin. Ça fait un gros boom, surtout avec les gens qui ont plus de 30 ans et puis qui, eux, c'est presque ce qu'ils recherchent, avoir quelque chose de bon, de gustatif, légèrement relaxant et sédatif, sans pour autant avoir le psychotrope et puis avoir cet effet de la drogue, quoi. Bon, tu as des consommateurs réguliers qui ont besoin de leur 10%, 20%, c'est autre chose. Mais même les gens qui prennent de l'OCB, hein, du CBD, ils sont CBD, non, mais OCB, pardon. Monsieur, je me suis trahi. Du CBD, ça leur fait réduire leur consommation, pour certains, de barrettes de shit. Ça a un effet en étant moins répressif et en même temps de réduire relativement considérablement la production le problème lié à la consommation de ces drogues-là. Et puis le chanvre, c'est super, c'est un truc qui pousse sans eau, sans intrants chimiques, et ça capture le carbone. C'est quoi les applications du chanvre éventuelles? Mais plein, mais là déjà celle-là. Le chanvre lui-même, il pousse quasiment sans irrigation, il n'y a pas besoin d'intrants chimiques. Il a plein de particularités spéciales, de capacités spéciales. C'est un peu une plante Superman. Parce qu'elle permet de préserver la biodiversité, en particulier les insectes, qui fait qu'il n'y a pas besoin de pesticides. Et ça revivifie les sols. Tu fais 1 an ou 2 ans de chanvre, qui pousse assez facilement, tu augmentes de 8 à 10% ta production de blé. Donc ça peut être un truc tournant sur les parcelles agricoles, c'est vachement bien. Et en plus, c'est un capteur carbone, très fort. Donc super bien dans une logique de transition écologique, pour décarboner. Voilà. Et puis ça fait du super textile, très solide, et on peut faire du béton, on peut faire plein de trucs. On peut faire de la bouffe là-dedans. Il y a plein d'oméga 3. Voilà. Parfait. Des protéines, c'est très très bien comme idée. Sauf que comme il y a un peu le chanvre, c'est du cannabis, hein. Ouais. C'est juste une autre version. Donc ça stresse un peu tout le monde. Je pense qu'en organisant ça intelligemment, il faudrait que les politiques s'en mêlent. On pourrait faire quelque chose de bien qui ferait beaucoup d'emplois et quelque chose de positif. Et donc, je leur ai dit ce matin que, puisque je suis intervenu tout à l'heure à midi, lors de ce colloque, et je leur ai dit qu'après la nuit que j'avais passée, à 8h, j'aurais bien une petite goutte de CBD pour détendre, et que peut-être ça aurait été sympa qu'il y ait des bombes au CBD, comme ça que ça te calme tout le monde. Est-ce que tu as un mot de la fin pour conclure? Parce qu'il nous reste 3 minutes. Est-ce que tu as un truc que tu aimerais dire, quitte à ce qui dure 20 minutes, on s'en fout. Ok. Il faut croire en l'avenir. Ça va être dur. Il va y avoir un choc. Je pense que la France, elle peut s'en sortir. Oui. Elle peut redevenir ce qu'elle était. Mais elle peut être ce qu'elle est, juste. La France est un pays extraordinaire. Elle peut être ce qu'elle a vocation à être ou pas? Oui, elle peut être ce qu'elle a vocation à être. La pays, mon Dieu. C'est le Boulawan. La France. C'est bien. La France est une nation cadre spatiale. Est une nation cadre nucléaire. Même si on a pris un peu de retard. C'est une nation d'ingénieurs. C'est une nation qui a fait évoluer le monde. Que ce soit politiquement,
moralement. Je pense à la Révolution française, les droits de l'homme, mais aussi en termes de découverte. C'est une nation qui parle plus au monde que beaucoup d'autres nations, alors qu'elle est petite. C'est une nation qui va être confrontée, comme toutes les autres, à des crises multiples. Crise ukrainienne, donc crise internationale, crise alimentaire, parce qu'on va se retrouver dans un problème sévère, mondial. C'est que la révolution verte qui a permis de passer de 3 milliards à quasiment 8 milliards d'habitants, elle est due aux hydrocarbures. Or, ceux-ci se réduisent. Mais la France, c'est une nation qui a toujours été riche de sa terre, même si elle est un peu attaquée par les intrants chimiques, mais quand même, il y a moyen d'être indépendant de ce point de vue-là. C'est pas mal dans un contexte de crise alimentaire. Donc c'est une nation qui parle au monde, c'est une nation culturelle, c'est une nation cadre, encore une fois, nucléaire, cadre dans le spatial. C'est une nation qui a le feu nucléaire, c'est une nation qui est au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est une nation qui a la 2e surface maritime agricole, c'est une France monde, d'où le terme. Le soleil ne se couche pas sur la France. Exactement, allons enfants de la patrie. Il y a énormément de potentiel. Et on a une jeunesse qui est sous-utilisée, qui a pris très très cher dans le Covid. Je pense en particulier aux jeunes issus des milieux populaires. Je ne sais pas s'ils regardent beaucoup ton émission, mais les jeunes issus des milieux populaires qui ne sont pas étudiants, qui ont eu un CAP ou un BTS entre 16, 18, 21 ans, puis qui n'ont pas 25 ans, donc ils ne touchent pas le RSA, puis qui sont dans des familles populaires, donc ils n'ont pas accès, ils font quoi? Bon, il y a plein de forces de jeunesse qui ne sont pas utilisées pour développer le monde d'après, et c'est ça la France pour moi. Et donc, on peut vraiment y arriver si on se sort les doigts pas du cul. Ah, d'où on les sort, mais des yeux comme ça, de se dire qu'on est pauvre, qu'on est nul, qu'on peut rien faire, sans les États-Unis, sans ceci et sans cela, on n'y arrivera jamais. Eh ben si, il y a moyen d'y arriver. C'est un pays assez extraordinaire par son histoire, sa culture, ses potentialités. Et donc moi j'y crois. Et donc si c'est pas, en tout cas pour nous, si c'est pas tout de suite politiquement, ça ne change rien que ce pays a ses potentialités, que ce soit avec nous ou avec d'autres. Il faut y croire. Et il y a un vrai avenir positif, pas juste pleurer, se dire que tout va être horrible, on va se prendre les sauterelles et les 10 plaies d'Égypte. Ça peut être difficile pendant un moment donné, mais la France est assez exceptionnelle. Il faut y croire. Merci d'y croire. Et moi, j'ai vécu dans de nombreux pays. En Russie, aux États-Unis, au Maroc, en Afghanistan, en Afrique, au Mali, en RDC. Enfin, j'ai vraiment connu pas mal notre planète. C'est un pays assez exceptionnel. Ouais, et les gens ne s'en rendent pas compte. Non seulement beau, mais exceptionnel. Et tu le représentes bien. Mais c'est très gentil, merci. C'est normal. Et je pense qu'on a passé une très bonne soirée ce soir. Je voudrais remercier les... Combien on est là encore? On est 10 000. 10 000 à être en direct. On est monté à 13 000. Si les gens veulent te suivre, si les gens veulent voter pour toi, toutes les infos à donner maintenant. Allez sur le site de république-souveraine.fr. Il y a un programme, il y a une charte. Vous pouvez aller sur mon compte Twitter @vukuzman. C'était une blague. VUKZMAN. C'est la joke. Vous tapez Georges Kuzmanovic, vous trouverez sur Facebook, sur Twitter, il n'y a pas de problème. Et voilà, lisez ce qu'on propose et puis croisez les informations, vérifiez. Croisez, non, vraiment, franchement, moi je propose aux gens de croiser, de vérifier toutes les bêtises ou pas bêtises que j'ai dites ce soir. Exactement. Et s'ils sont convaincus, en avant, on y arrivera avec vous. Mais merci d'être venu ce soir. Merci aux encore 12 000 personnes à peu près, 10 000 qui sont là, qui 10-12 qui font des dons parce que c'est mis Encore merci à tous les Douglas. On remercie énormément Douglas qui ce soir nous a fait beaucoup de soutien. Douglas qui est là, qui est présent, qui a toujours été là. J'espère qu'on se revoit très vite. Allez regarder, tout sera dans les inserts au moment où je parle, tout sera en description. Allez regarder le programme, allez regarder le site, allez regarder le projet, allez regarder l'homme. J'adore ce monsieur, ce type sait parler de la France. J'avais envie de le recevoir. On se retrouve dans une semaine. Et comme on dit ici, merci Cognac Jet, à vous les studios.
J'ai marché sur les sables de Paris-Plage. J'ai erré dans les faubourgs et les vernissages. J'ai bordé des barbituriques pour marcher. J'ai vu le 14 juillet s'endormir sur les pavés. J'ai vu la ciguë des prêts bancaires.